Mon mari diplomate m'a giflé en public pour protéger sa maîtresse. Le lendemain, il est rentré pour se rapprocher de moi, mais un seul appel de ma mère l'a plongé dans une panique totale. Lorsque cette gifle a atterri, j'ai entendu un sifflement violent et aigu dans mes tympans. Cela ressemblait à quelque chose qui s'était brisé. Ce n'était pas un os. C'était une corde tendue depuis 7 ans. Se rompant enfin, Julien a secoué sa main, ne me jetant même pas un regard. Il s'est immédiatement tourné pour soutenir la femme recroquevillée derrière lui dans le couloir de l'hôtel. Tandis qu'il passait un bras protecteur autour de ses épaules, un bouton de sa veste de smoking a sauté. C'était comme s'il avait été une seconde plus tard, sa précieuse Chloé aurait été entièrement avalée par moi. J'ai léché le coin de ma bouche et j'ai goûté la saveur métallique du sang. Fascinant. C'était vraiment fascinant. En 7 ans de mariage, c'était la première fois que je le voyais si frénétique à propos d'un autre être humain. Il n'avait jamais été aussi tendu lorsqu'il naviguait entre les dignitaires étrangers et moi-même lors des galas du ministère des Affaires étrangères. Il n'avait jamais été aussi tendu face à un peloton de journalistes à la table des négociations. Mais au moment où il s'était lancé, la force de sa panique a arraché un bouton de son costume. Je n'avais même rien fait. J'avais simplement frappé à la porte d'une chambre d'hôtel et j'étais resté là. Je portais toujours la robe de velours émeraude du banquet de l'ambassade. Ma joue gonflait déjà considérablement et mon maquillage était sans aucun doute ruiné. J'avais l'air pathétique. Pourtant, je gardais le dos droit. Mon père m'avait appris que dans cette vie, on pouvait perdre, mais on ne s'agenouillait jamais. Julien m'a finalement regardé. Ses sourcils étaient froncés, comme si mon existence même était un inconvénient majeur. Dans ses yeux, des yeux qui étaient restés imperturbables à travers d'innombrables sommets internationaux, il y avait un scintillement d'impatience, recouvert d'un mince et indéniable voile de protection. Il a inconsciemment protégé Chloé derrière lui. « Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-il dit. » Chloé se sentait mal. Je l'escortais juste à sa chambre pour qu'elle se repose. Quelle dignité! Quelle incroyable rectitude! Il était 23 heures. Un diplomate marié escorte son adjointe junior à son hôtel pour qu'elle se repose, l'accompagne dans la chambre et ferme la porte à clé derrière eux. « Si elle est malade, tu devrais l'emmener aux urgences, ai-je dit, ma voix étrangement calme. À quoi sert un hôtel? Es-tu son médecin traitant ou son plus proche parent, Léonie, a-t-il claqué, sa voix coupant la mienne. Une légère colère a affleuré sur son visage. C'était son expression signature d'exaspération condescendante, une expression devenue de plus en plus fréquente ces 3 dernières années. J'avais l'impression que chaque mot supplémentaire que je prononçais était une hystérie irrationnelle. Chaque question, une rupture de l'étiquette diplomatique. Soudain, je n'ai plus voulu parler. 7 ans de mariage, 3 ans de guerre froide émotionnelle, d'innombrables nuits passées dans un lit vide, d'innombrables anniversaires, fêtes et réunions parents-professeurs manquées. Je pensais qu'il était vraiment trop occupé à se sacrifier pour son pays. Je pensais qu'il ne savait tout simplement pas exprimer ses sentiments. Je pensais que s'il manquait toutes les pièces de théâtre de notre fille Lila, c'était parce qu'il ne pouvait vraiment pas s'absenter. Quand j'ai eu une fièvre de 40 degrés et qu'il est resté à un banquet avec des délégués étrangers, je me suis dit que c'était son devoir sacré. Je lui ai trouvé des excuses pendant 7 ans, me manipulant moi-même jusqu'à la soumission totale. Jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je le voie traverser le hall du Four Seasons à Genève, son bras autour de la taille de Chloé, jusqu'à ce que je voie la façon dont il la regardait et lui souriait. C'était exactement le même regard qu'il me donnait quand nous tombions amoureux. Je l'ai vu à notre mariage. Je l'ai vu le jour de la naissance de notre fille. Et puis je ne l'ai plus jamais revu. Il s'est avéré que sa tendresse n'avait pas disparu. Elle avait juste été déplacée. Chloé a soudainement parlé. Sa voix était fine et douce comme celle d'un petit animal effrayé. Léonie, je suis tellement désolée. Je ne savais vraiment pas que cela arriverait. Julien et moi ne sommes que des collègues. S'il te plaît, ne te méprends pas. Pendant qu'elle parlait, ses yeux sont devenus rouges. Des larmes perlaient sur ses cils, pitoyables et parfaitement synchronisées. En la regardant,
je me suis soudainement souvenu de moi à 22 ans. J'avais l'impression de me tenir devant Julien avec la même expression innocente et inoffensive. Julien la regardait. Dans ses yeux, il y avait de la douleur, de la culpabilité et une sorte d'agonie refoulée, comme pour dire « Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans ». Il a tendu la main, lui a doucement tapoté l'épaule et a murmuré « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. » Elle n'avait rien fait de mal. Il n'avait rien fait de mal. Donc, c'était de ma faute. C'était ma faute d'être venu à l'hôtel. Ma faute de les avoir surpris. Ma faute de me tenir là, d'être une horreur. D'accord, ai-je dit. C'est moi qui avais tort. Julien s'est figé. Je me suis retourné et je suis parti. Mes talons ont claqué sur le sol en marbre de l'hôtel. Clac, clac, clac. Comme un compte à rebours jusqu'à la fin d'une ère. J'ai marché jusqu'aux ascenseurs et j'ai appuyé sur le bouton « Descendre ». J'ai attendu dans un silence total. Le couloir était si silencieux que j'ai entendu Julien faire 2 pas rapides derrière moi, puis s'arrêter. Il débattait probablement s'il devait me poursuivre pour s'expliquer ou retourner réconforter sa précieuse Chloé. Il a hésité pendant 3 secondes. Il a choisi la deuxième option. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré, m'appuyant contre la paroi en acier inoxydable gelé, et j'ai regardé les portes se refermer lentement. À la dernière seconde, j'ai vu Julien debout au milieu du couloir, son col déboutonné, son nœud papillon lâche, et sur son visage, une expression de perplexité que je n'avais jamais vue auparavant. Les portes se sont refermées, et mes larmes sont enfin tombées. Il n'y a pas eu de sanglots hystériques, pas de lamentations dramatiques. Je me suis simplement glissé dans le coin de l'ascenseur, j'ai enfoui mon visage dans mes genoux et j'ai pleuré en silence. Le velours émeraude était trempé de mes larmes. Le mascara coulait sur mon visage gonflé. J'entendais ma propre respiration rapide, saccadée, comme une femme en train de se noyer, luttant désespérément pour remonter à la surface pour respirer. L'ascenseur a atteint le hall. Les portes se sont ouvertes. Quelques clients d'hôtel bien habillés attendaient d'entrer. Je me suis levé, j'ai essuyé mon visage, j'ai levé le menton et je suis sorti. Passant devant le guichet de la conciergerie, j'ai adressé un sourire poli à la jeune femme. « Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ?» Elle a fixé ma joue contusionnée et enflée pendant 2 secondes, a hoché la tête frénétiquement et a saisi le téléphone. Le taxi jaune est arrivé rapidement. Le chauffeur m'a jeté plusieurs regards par le rétroviseur, hésitant. « Ça va, madame ?» « Je vais bien, ai-je dit. » Aéroport international Logan, s'il vous plaît. Terminal. Attendez, non. J'étais à Genève. Aéroport de Genève, s'il vous plaît. Le chauffeur a ouvert la bouche, voulant probablement demander pourquoi j'allais à l'aéroport au milieu de la nuit, vêtu comme une mondaine ruinée. Mais voyant mon état, il est resté silencieux et a mis le compteur en marche. Assise sur la banquette arrière, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à la toute fin de mes contacts. Le numéro de ma mère était enregistré là depuis 10 ans, mais je n'avais pas initié d'appel depuis 3. Notre dernière conversation remontait à Thanksgiving l'année dernière. Au téléphone, elle m'avait dit « Léonie, ton père est malade. » Le savais-tu ? Cette famille existe-t-elle encore pour toi ? À l'époque, j'étais postée à Genève avec Julien. Entre le décalage horaire, les milliers de kilomètres et le protocole diplomatique, je n'ai même pas pu faire approuver le congé d'urgence à temps. Quand j'ai pu rentrer aux États-Unis, mon père avait été renvoyé de l'hôpital. Je ne suis pas allée le voir. Ce n'était pas que je ne voulais pas. Je n'osais pas. Mon père était un homme incroyablement fier. C'était un ancien général de l'armée qui exigeait un ordre absolu. Pourtant, il s'en remettait entièrement à ma mère. Après avoir pris sa retraite, il s'est lancé dans les contrats de défense et a bâti une entreprise très prospère. Dans nos cercles sociaux de Boston, tout le monde savait qu'il adorait le sol sur lequel je marchais. Pour mon 18e anniversaire, sachant que j'aimais l'équitation, il m'a acheté un pur sang et une part dans un club équestre. Il a dit, si j'aime l'équitation,
je mérite le meilleur cheval du Massachusetts. Pourtant, c'était le même homme qui, pendant ma 2e année de collège, m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit, si tu épouses ce garçon du ministère des Affaires étrangères, ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. J'avais répondu par un mot, d'accord. Et je n'ai jamais regardé en arrière. J'étais en guerre froide avec mon père depuis 10 ans. Ma mère était prise au milieu, en subissant le poids, et petit à petit, elle s'était aussi éloignée de moi. Elle me en voulait probablement. En voulait à ma désobéissance. En voulait à moi d'avoir épousé un homme que je n'aurais pas dû. En voulait à moi de vivre une vie misérable toutes ces années, mais d'être trop têtue pour l'admettre et rentrer à la maison. Mais maintenant, je voulais rentrer à la maison. Pas pour une grande raison, juste à cause de cette gifle. Je ne pouvais pas laisser Julien Vance penser que je mourrais sans lui. Quand le taxi est arrivé à l'aéroport, j'ai acheté le billet le plus tôt pour Boston. Départ 3h45 du matin. Le terminal était vaste et vide. Je me suis assise seule sur une rangée de chaises métalliques froides, faisant défiler l'album photo sur mon téléphone. La photo de famille la plus récente datait d'il y a 3 ans, prise devant l'ambassade. Julien dans son costume anthracite sur mesure, moi dans une robe crayon beige, et la petite Lila avec ses cheveux en 2 chignons désordonnés, souriant largement pour montrer ses dents de devant manquantes. À l'époque, nous étions encore une famille. Non, peut-être que nous ne l'avons jamais été. Peut-être que j'étais la seule à faire semblant désespérément. J'ai supprimé la photo. Puis j'ai ouvert mes e-messages et j'ai envoyé un SMS à Julien. Demandons le divorce. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, un énorme rocher est tombé de ma poitrine. Mais presque instantanément, une montagne entière l'a remplacé, lourde et suffocante. J'avais pensé au mot « divorce » pendant 3 ans. Je l'avais enfin prononcé. Le reçu de livraison est passé à Ulu, mais Julien n'a pas répondu. Je ne savais pas s'il ne voulait pas répondre ou s'il ne savait pas comment. Pour autant que je sache, il était occupé à consoler Chloé, qui était sûrement traumatisée par la femme folle et n'avait pas une seconde à consacrer à son téléphone. En pensant à cette possibilité, je me suis sentie pathétique. Même maintenant, je lui trouvais encore des excuses. L'avion a atterri à l'aéroport international Logan de Boston à 14h HNE. La chaleur de juillet en Nouvelle-Angleterre était accablante, comme un énorme cuiseur vapeur. En sortant du terminal, l'air lourd m'a frappé au visage, un mélange de brise marine humide, d'asphalte chaud et de gaz d'échappement. Ça sentait affreusement, mais je me sentais enracinée, plus enracinée que dans n'importe quelle capitale européenne où j'avais vécu. J'ai hélé un taxi et j'ai donné au chauffeur l'ancienne adresse à Newton. Le chauffeur, un vrai bostonien avec un fort accent, a essayé d'engager la conversation. D'où venez-vous? Long voyage, hein? Vous visitez de la famille? J'y ai réfléchi et j'ai dit, oui, je rentre à la maison. Le trajet a duré 40 minutes. Le taxi a tourné dans la rue bordée d'arbres que j'avais empruntée pendant 20 ans. Les vieux chênes des 2 côtés étaient plus épais qu'il y a 10 ans, leurs branches s'entrelaçant pour jeter une ombre profonde et rafraîchissante sur l'asphalte. La rue était calme à 7 heures. J'ai payé la course, pris ma valise et me suis tenue devant le portail en fer forgé noir. Soudain, j'ai hésité. Le portail était légèrement entrouvert. Les hortensias du jardin de devant étaient en pleine floraison agressive, leur parfum lourd et doux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai poussé le portail. Le jardin était exactement le même. Le treillis de roses à gauche, la pelouse manucurée à droite, le chemin d'ardoise menant à la porte d'entrée coloniale. Mais sous le chêne, il y avait un fauteuil roulant. Une couverture à carreaux était drapée dessus, et quelques pilules éparpillées sur le tissu. Je me suis figée. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Une femme aux cheveux grisonnants est sortie, tenant une tasse en céramique à moitié pleine de bouillon de poulet. Elle m'a vue. La tasse dans sa main a tremblé si violemment que du bouillon a débordé, éclaboussant son cardigan bleu délavé. Léonie. Sa voix a tremblé violemment. En 3 ans, depuis la dernière fois que je l'avais vue, ma mère avait vieilli de plusieurs décennies.
Ses cheveux étaient presque entièrement blancs. Les rides sur son visage semblaient avoir été sculptées au couteau, profondes et terrifiantes. Elle avait tellement maigri. Ses joues autrefois rondes étaient creusées. Ses pommettes aiguisées. Ses yeux enfoncés. Seuls ses yeux étaient encore brillants. Si brillants que mon cœur s'est mis à battre la chamade d'effroi. Maman, ai-je appelé. La tasse en céramique a glissé de ses mains et s'est brisée sur le porche. Le bouillon s'est répandu partout. Ma mère a trébuché vers moi, puis s'est arrêtée à mi-chemin comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de s'approcher. Elle s'est tenue à quelques mètres, me fixant. Ses lèvres ont tremblé pendant ce qui a semblé une éternité avant qu'elle ne force 3 mots. Ton père est décédé. Un bourdonnement assourdissant a rempli ma tête. Avant-hier soir, a dit ma mère, sa voix étrangement plate, sans l'hystérie d'une femme récemment veuve, un accident vasculaire cérébral massif. Quand l'ambulance l'a emmenée à Brigham and Women's, il était trop tard. Elle a marqué une pause comme si elle hésitait à dire la suite. Qu'est-ce qu'il a dit, ai-je murmuré, juste avant de partir? Il n'arrêtait pas de marmonner, a-t-elle dit. Il a demandé, Léonie rentre-t-elle bientôt à la maison? Mes jambes ont cédé. Mes genoux ont heurté durement le chemin d'ardoise. La douleur m'a transpercée, me faisant plier en deux, mais je ne me souciais pas de mes genoux. Je sentais seulement quelque chose dans ma poitrine se briser beaucoup plus violemment et irréparablement que ce qui s'était cassé quand Julien m'avait giflé. J'avais honnêtement cru qu'il y avait encore du temps. J'avais cru que mon père était juste un homme têtu avec un cœur tendre. Je savais qu'il avait dit que j'étais interdite de la maison, mais je savais aussi qu'il avait secrètement payé la compte de notre premier appartement. Je savais qu'il jurait qu'il n'avait pas de fille. Pourtant, l'année de la naissance de Lila, 150 000 $ sont miraculeusement apparus dans un fonds fiduciaire à mon nom. Il ne m'avait pas parlé depuis des années. Mais je savais qu'il regardait chaque photo que je postais sur Facebook et Instagram. Il ne commentait jamais. Il ne manquait pas d'amour pour moi. Il ne savait juste pas comment me faire face. Tout comme je ne savais pas comment lui faire face. Quand a lieu l'enterrement, ai-je demandé. Demain. Tu es arrivé à temps. Ma mère s'est approchée, s'est baissée et m'a aidé à me relever. Ses mains étaient glaciales, ses jointures proéminentes. Alors qu'elle me serrait le bras, elle tremblait. Nous sommes restés là dans la cour, mère et fille. Aucune de nous n'a pleuré. Aucune de nous n'a pu parler. Après un long moment, ma mère a finalement parlé. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? J'ai touché ma joue droite. Elle était gravement enflée et pulsait d'une douleur sourde. Le correcteur que j'avais appliqué dans la salle de bain de l'aéroport couvrait les rougeurs, mais il ne pouvait pas cacher la contusion surélevée et anormale. J'ai heurté un encadrement de porte dans l'avion, ai-je menti. Ma mère m'a regardé profondément. Elle n'a pas insisté. Elle s'est retournée et est allée ramasser les éclats de la tasse en céramique. Son dos était courbé comme un vieil arbre plié par un vent cruel. Je l'ai suivi à l'intérieur. Dans le salon, le portrait de mon père était posé sur la cheminée. Sur la photographie en noir et blanc, il portait son uniforme militaire, son regard perçant, sévère et obstiné, exactement comme il l'avait été dans la vie. Je me suis agenouillée devant la cheminée. Papa, ai-je murmuré. Je suis désolée. Je suis en retard. L'homme sur la photo ne pouvait pas me répondre, mais pendant une seconde, j'ai cru que ses yeux semblaient plus brillants qu'avant, brillants comme des larmes non versées. Pourquoi pleures-tu? Ta fille est enfin à la maison. Peu de gens ont assisté aux funérailles. Mon père n'avait pas beaucoup d'amis proches dans ces dernières années. Il était rigide et n'aimait pas socialiser, devenant quelque peu un reclus. Après avoir quitté le monde de l'entreprise, quelques vieux amis de l'armée se sont présentés, m'ont serré la main et ont offert des condoléances standards. Je les ai remerciés gracieusement, impeccablement polis, sans la moindre erreur. Ma mère n'a pas pleuré. Du début à la fin, elle n'a pas versé une seule larme. Vêtue d'une robe noire austère. Elle était assise parfaitement droite sur la chaise près du cercueil comme une statue. Quand des proches lui offraient du réconfort, elle se contentait de hocher la tête et de dire « c'était son heure ».
Mais je savais qu'elle n'allait pas bien. Elle était juste terrifiée à l'idée que si elle s'effondrait, elle ne pourrait plus se remettre. Le fossé entre ma mère et moi était toujours là. 3 ans de silence ne pouvaient pas être comblés du jour au lendemain. Mais nous avions un accord tacite de ne pas en parler. Comme au bon vieux temps, elle m'a préparé du porridge. J'ai fait la vaisselle. Et nous nous sommes déplacés dans la maison en silence comme 2 colocataires prudents évitant un champ de mine. L'après-midi de l'enterrement au cimetière de Mount Auburn, la pluie était torrentielle. Debout près de la tombe fraîchement creusée, tenant un parapluie noir au-dessus de la pierre tombale de mon père, ma mère a soudainement parlé. Ton père n'avait qu'un seul souhait inassouvi dans cette vie. Je savais ce qu'elle voulait dire. Il voulait que tu aies une belle vie, meilleure que celle de n'importe qui d'autre. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas comment lui dire que ma vie était un désastre, que mon mariage était une mare d'eau stagnante, que mon mari avait une autre femme, que j'étais si brisée que je n'osais même pas pleurer à haute voix de peur d'avoir l'air pathétique. Je ne pouvais pas dire un mot. La pluie tombait plus fort. Ma mère et moi sommes redescendus le chemin pavé du cimetière sous le parapluie. Alors que nous approchions des portes, j'ai vu une Audi noire garée sur l'accotement. Elle avait des plaques du Massachusetts. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que c'était l'ancienne voiture de mon père. La portière s'est ouverte. Julien est sorti. Il portait un costume noir, une rose blanche épinglée à sa boutonnière. La pluie a instantanément mouillé ses cheveux, les collant à son front. Il avait l'air épuisé, comme s'il avait pratiquement sprinté vers un vol transatlantique et était venu directement de Logan. À travers la nappe de pluie, il a marché vers moi. Chaque pas envoyait un jet d'eau sur ses chaussures polies. Je ne pouvais pas lire clairement son expression, mais je sentais ses yeux sur moi. Immuable. Intense. Ma mère a parlé la première. Julien. Sa voix était comme de la glace sèche, un contraste frappant avec son comportement poli habituel. Que fais-tu ici? Julien se tenait sous l'averse, l'eau ruisselant de sa mâchoire. Il m'a jeté un coup d'œil, puis s'est tourné vers ma mère et a légèrement incliné la tête. Éléonore, je suis tellement désolée. Je suis en retard. Ma mère n'a pas répondu. Elle ne l'a même pas regardé. Il a tendu la main et a légèrement tiré ma manche. Allons-y, a-t-il dit doucement. J'ai continué à avancer. En le dépassant, j'ai senti le parfum familier de son eau de Cologne, un subtil et cher bois de cèdre. C'était l'exacte odeur qui m'avait fait craquer pour lui à l'université. Maintenant, la sentir me donnait juste la nausée. Léonie, a appelé Julien derrière moi. Nous devons parler. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à marcher. Une gifle n'était-elle pas suffisante? L'espace derrière moi est resté mortellement silencieux pendant quelques secondes. Puis j'ai entendu ses pas se précipiter pour me rattraper. Il n'a pas essayé de bloquer mon chemin. Il m'a juste suivi. Le bruit de la pluie et notre silence ont formé une bulle suffocante autour de nous. Devant moi, ma mère marchait plus vite, presque agressivement, comme si elle essayait de laisser l'homme derrière elle. Soudain, je n'ai plus ressenti le besoin de me presser. J'avais presque envie de rire. Regarde, Julien, tu as enfin appris à me poursuivre, mais j'ai fini d'attendre. Je n'ai pas regardé en arrière, mais j'ai entendu ses pas s'arrêter. La pluie était trop forte. Assez forte pour noyer l'hésitation d'un homme. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je prononce le mot gifle à voix haute. Il pensait probablement que ce qui s'était passé dans ce couloir d'hôtel de Genève resterait enfoui sous le tapis européen coûteux pour toujours. Je suis montée dans la voiture de ma mère. La portière s'est fermée avec un lourd bruit étouffé, comme un soupir final. Ma mère a démarré le moteur. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise d'avant en arrière, dégageant agressivement l'eau, pour qu'elle s'embuie immédiatement. Cela ressemblait à un exercice futile. Où? A demandé ma mère. J'ai regardé dans le rétroviseur. Julien était toujours sous la pluie. Il était complètement trempé. Son costume coûteux collait à sa silhouette, soulignant à quel point ses épaules s'étaient amincies. Il avait maigri.
Depuis la dernière fois que je l'avais vraiment regardé il y a 3 mois, il avait perdu au moins 5 kg. Ses pommettes étaient saillantes. Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec moi? À la maison, ai-je dit. Ma mère n'a rien demandé d'autre. Elle a accéléré et la voiture s'est engagée sur la route. Dans le rétroviseur, la silhouette de Julien est devenue de plus en plus petite jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une tache sombre avalée par la tempête. Sur le chemin du retour, aucune de nous n'a parlé. La pluie tombait à verse comme si le ciel avait été éventré. J'ai posé ma tête contre la vitre froide, regardant les gouttes de pluie former de petites rivières, transformant le paysage de banlieue en une tache de couleurs estompées. Mon téléphone a vibré plusieurs fois dans mon sac à main. Des SMS de Julien. Léonie, je suis tellement désolée pour Antoine. J'aurais dû venir plus tôt. Je n'ai pas répondu à propos de l'autre soir. Je peux t'expliquer. Chloé, elle est vraiment juste. J'ai supprimé le contact, rapidement, proprement, sans la moindre hésitation. Au moment où mon doigt a touché « supprimer le contact », j'ai eu l'impression d'être un chirurgien traumatologue excisant proprement une tumeur maligne. Ça faisait mal? Oui, mais il fallait que ça parte. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai pris une douche. J'ai mis l'eau aussi chaude que possible, ébouillantant ma peau jusqu'à la rendre rose. Je me suis regardée dans le miroir embué. Le gonflement sur ma joue droite avait considérablement diminué, mais une ecchymose jaunâtre et violacée demeurait, aussi laide qu'une tache de naissance. Cela faisait 3 jours, et l'ecchymose n'avait toujours pas disparu. Julien m'avait frappé fort. Je me suis soudainement souvenu du jour de notre mariage, quand il avait soulevé mon voile et s'était penché pour m'embrasser. Sa main avait doucement cradelé l'arrière de ma tête, aussi délicate que s'il tenait de la porcelaine inestimable. Les mêmes mains. J'ai fermé les yeux et j'ai tourné le robinet jusqu'à l'eau froide. L'eau glacée a frappé mon visage, me faisant halter et frissonner. Les filets glacés ont coulé le long de ma nuque, sur mes clavicules, sur ma poitrine, sur ma dignité creusée. Assez, Léonie. Arrête d'y penser. Le 3e jour après l'enterrement, ma mère a commencé à ranger les affaires de mon père. Je me suis assise sur le sol de son bureau, l'aidant, pliant ses vêtements pièce par pièce, et les plaçant dans des cartons. Mon père n'avait pas beaucoup de vêtements. La plupart étaient vieux, certains même raccommodés aux coutures. Malgré sa richesse, il détestait le gaspillage. Il portait une chemise Brooks Brothers pendant 8 ans. Tout au fond de son tiroir de bureau, il y avait une épaisse enveloppe Kraft. Elle était usée, les bords effilochés. Il n'y avait rien d'écrit à l'extérieur, mais elle était remplie. Ma mère a ouvert l'enveloppe et l'a renversée. Une pile de photographies s'est répandue sur le bureau en acajou. Je me suis figée. C'étaient toutes des photos de moi. Moi nouveau-né. Moi à 100 jours. Moi faisant mes premiers pas. Mon premier jour de maternelle. Ma remise de diplôme du collège. Moi sortant de mes examens de SAT. Moi étudiant tard dans la nuit avant les candidatures universitaires. Au dos de chaque photo, il y avait une date écrite d'une cursive nette et délibérée avec un stylo plume. L'écriture de mon père était toujours belle, forte et autoritaire, comme une inscription sur un monument. La toute dernière photo de la pile datait du jour de mon mariage. J'étais dans ma robe blanche Vera Wang. Mon bras passait dans celui de Julien, souriant si fort que mes yeux étaient décroissants. J'avais l'air de la mariée la plus heureuse du monde. Au dos de cette photo, il y avait une ligne de texte. Léonie dit qu'elle est heureuse, alors je peux être tranquille. La date était le jour de mon mariage. Les larmes de ma mère ont finalement coulé. Elle n'a pas sangloté à voix haute. Les larmes se sont juste accumulées et sont tombées. Goutte après goutte, lourdes, atterrissant sur la photo et estompant l'encre sur le mot heureuse. J'ai tendu la main pour l'essuyer, mais je ne l'ai fait que l'étaler davantage. Le mot est devenu illisible. Ton père, a dit ma mère, sa voix complètement brisée. T'aimais plus que tout au monde. Mais il était trop sacrément têtu. Il refusait d'être le premier à baisser la tête. Je lui ai dit 100 fois de simplement prendre le téléphone et de t'appeler.
Il disait toujours, elle a choisi sa voie. Qu'elle la suive. Mais chaque nuit, il faisait défiler ton Facebook. Il a enregistré chaque photo que tu as postée ces dernières années. J'ai feuilleté la pile. La toute dernière était un selfie que j'avais posté il y a 6 mois. J'étais dans notre maison à Genève, portant un pull en cachemire jaune pâle, les cheveux détachés, sans maquillage. J'avais l'air épuisé. Mon insomnie était terrible à l'époque. Je passais des nuits entières éveillée. Mes cernes ressemblaient à des coups de poing. Au dos de cette photo, mon père avait écrit « Léonie a-t-elle maigri ? Mange-t-elle correctement ?» Une ligne, 2 questions, mais je ne pouvais plus lui répondre maintenant. J'ai serré cette pile de photos contre ma poitrine et j'ai hurlé comme une enfant de 3 ans. Ma mère a pleuré aussi. Nous étions assises sur le parquet du bureau, nous tenant l'une l'autre, sanglotant, pleurant la mort de mon père, pleurant les années que nous avions manquées, pleurant les mots qui ne seraient jamais prononcés. Dehors, la pluie avait cessé à un moment donné. Le soleil de fin d'après-midi a traversé les rideaux transparents et a atterri sur les photographies. J'ai baissé les yeux. La lumière du soleil a frappé l'encre de la dernière note de mon père. Léonie dit qu'elle est heureuse, alors je peux être tranquille. Papa, je suis tellement désolée. Je t'ai menti. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongée dans ma chambre d'enfant. Les étoiles phosphorescentes que j'avais collées au plafond au collège étaient toujours là. Elles avaient perdu leur charge il y a des années, mais elles s'accrochaient au plâtre comme un instantané figé de ma jeunesse. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était un e-message d'un numéro inconnu. Léonie, c'est Chloé. Julien te cherche partout ces derniers jours. Il est si inquiet. Ce qui s'est passé l'autre soir était un complet malentendu. Nous discutions juste de la préparation du prochain sommet du G7. S'il te plaît, ne te méprends pas. Julien t'aime beaucoup. Il n'est juste pas doué pour l'exprimer. J'ai fixé l'écran, lisant mot par mot. Puis j'ai ri. Quelle attention. Quelle douceur et empathie. J'avais entendu parler de femmes qui couraient vers l'épouse pour excuser les péchés d'un mari. Mais quelqu'un d'aussi impeccable que Chloé, c'était une première. Ce qui s'est passé était un complet malentendu. Minimiser le crime. Julien t'aime beaucoup. Réassurance non sollicitée. Il n'est juste pas doué pour l'exprimer. L'absoudre de sa culpabilité. Pour qui ce texte était-il réellement écrit? Pour moi. Ou était-ce pour Julien? A-t-elle immédiatement pris une capture d'écran et la lui a-t-elle envoyée en disant « J'ai essayé d'expliquer les choses pour toi. Ne t'inquiète pas pour moi. » J'ai repensé au couloir de l'hôtel. La façon dont Julien la protégeait. Son ton inébranlable quand il lui a dit « Tu n'as rien fait de mal. » Son hésitation de 3 secondes quand il a arrêté de me poursuivre. C'était hilarant. Quand il la protégeait, il n'hésitait pas une microseconde. Mais quand il poursuivait sa femme, il hésitait 3 secondes. 3 secondes, c'est assez de temps pour qu'un homme intelligent calcule beaucoup de variables. Dois-je la poursuivre? Que dire si je la rattrape? Me pardonnera-t-elle? Regardez-le. Avant même de faire un pas, il a supposé qu'il avait droit à mon pardon parce qu'il savait qu'il avait tort. Il savait qu'il n'aurait pas dû me frapper. Il savait à quel point la scène à l'hôtel était grotesque. Il savait exactement comment il m'avait négligé pendant 3 ans. Il savait tout cela. Mais il l'a fait quand même parce qu'il pensait que je lui pardonnerais toujours. Pendant 7 ans, il s'y était habitué. Il était habitué à ce que Léonie attende toujours à la maison. Habitué à ce que Léonie trouve des excuses à son mauvais comportement. Habitué à ce que Léonie ravale son chagrin et sourit, disant « C'est bon ». C'est pourquoi il m'a giflé et ne s'est pas excusé. C'est pourquoi il a trompé émotionnellement et probablement physiquement, et a pensé qu'il pouvait l'expliquer. C'est pourquoi il m'a poursuivi jusqu'à Boston, en supposant que sa simple présence me ferait pleurer de gratitude et faire mes valises pour Genève. Julien, qui t'a donné le droit? J'ai supprimé le message de Chloé et bloqué le numéro. Après cela,
je me suis allongée dans le noir, fixant les étoiles en plastique et me suis soudainement souvenue de quelque chose de crucial. Lila. Notre fille de 7 ans, Lila, était toujours à Genève. Elle séjournait chez la mère de Julien, Marguerite, qui était venue pour l'été pour aider. Entre le décès de mon père et le pur traumatisme de ces derniers jours, j'avais complètement négligé la chose la plus importante de ma vie. J'ai saisi mon téléphone et j'ai rédigé un email à Julien. J'avais supprimé son numéro. Je ne voulais pas entendre sa voix. Un email offrait la distance la plus digne et la plus stérile. Je ramènerai Lila aux États-Unis. Mon avocat vous contactera concernant la garde et la procédure de divorce. J'ai vérifié l'heure. 2 heures du matin à Boston. Il serait 8 heures à Genève. Julien était probablement à l'ambassade. Ou peut-être escortait-il son adjointe junior dans un autre hôtel. J'ai envoyé. Le reçu de lecture est revenu presque immédiatement. Mais tout comme la dernière fois, il n'a pas répondu. Julien avait ce défaut. Quand il était coupable, il choisissait le silence. Plus sa honte était profonde, plus il devenait silencieux. Ce n'était pas de la réflexion. C'était de l'évasion. Dans son esprit, s'il ne s'engageait pas avec le problème n'existait pas. Mais le problème était là, comme une écharde s'envenimant profondément dans la chair. Si vous ne la retirez pas, elle s'infecte, pourrit et finit par détruire tout le membre. Notre mariage était déjà en train de pourrir. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner pour ma mère. Du porridge et du pain grillé. Ridiculement simple. Ma mère a tenu sa tasse de café, me regardant longuement. Elle a commencé à parler, s'est arrêtée, et n'a finalement pas pu se retenir. Ce garçon Vance, il est resté à la porte d'entrée toute la nuit dernière. Ma cuillère s'est arrêtée. Monsieur Durand, d'en bas de la rue, me l'a dit lors de sa promenade matinale, a dit ma mère, soufflant sur son café. Son ton était décontracté comme si elle discutait du temps. Il a dit qu'une Audi noire était garée là-bas avec le moteur en marche toute la nuit. Quelqu'un était à l'intérieur. Je n'ai rien dit et je suis retournée à mon porridge. Léonie. Ma mère a posé sa tasse et m'a regardée. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. J'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard. Dans ses yeux ridés, j'ai vu de l'inquiétude, du chagrin et une fragilité comme si elle avait peur de briser la maison de verre dans laquelle je vivais actuellement. Je voulais ne rien dire. Je voulais sourire et laisser couler. Mais la seconde où j'ai ouvert la bouche, les larmes m'ont devancé. Elles sont tombées dans le porridge, faisant des vagues à la surface. Maman, ai-je sangloté. Je n'en peux plus. Ce matin-là, je lui ai tout raconté. En commençant par il y a 3 ans, quand le froid s'est installé pour la première fois. Comment il est devenu de plus en plus occupé. Comment il n'était jamais à la maison. Comment il a oublié mon 30e anniversaire. Comment la nuit où Lila a eu une fièvre de 40 degrés, il divertissait des diplomates français et j'étais assise dans la salle d'attente des urgences pendant 3 heures, seule. Comment son regard envers moi est devenu de plus en plus vide. Comment les cadeaux hors taxes qu'il rapportait sont devenus génériques et sans intérêt. Je lui ai dit qu'à la fin, je ne savais même plus s'il me repoussait ou s'il avait sincèrement oublié que j'existais. Ma mère a écouté attentivement. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Elle a juste tenu ma main, la tapotant doucement, exactement comme elle le faisait pour me bercer quand j'étais enfant. Quand j'en suis arrivée à la scène de l'hôtel, ma voix a commencé à trembler violemment. Il l'a protégée. Il m'a giflé au visage. Et puis il s'est retourné pour la protéger. La main de ma mère a cessé de bouger. Il t'a frappé. J'ai tourné la tête, exposant ma joue droite. L'ecchymose avait disparu en grande partie, mais si on regardait attentivement, le contour jaunâtre de la contusion était toujours visible. Ma mère a fixé cette ecchymose pendant très, très longtemps. La chaleur dans ses yeux s'est lentement éteinte, se figeant en glace absolue. Ce fils de... C'était la chose la plus vulgaire que j'ai jamais entendu ma mère dire. C'était une dame de la Nouvelle-Angleterre par excellence, une femme qui se faisait un devoir de l'étiquette.
Elle n'élevait jamais la voix contre personne. Mais quand elle a prononcé ces mots, elle a serré les dents, comme si elle voulait mâcher les syllabes en poussière et les cracher. Je dois récupérer Lila, ai-je dit. Je vais divorcer de lui. Bien, a dit ma mère. Aucune hésitation. Je vais t'aider, ai-je pleuré. Non pas par tristesse, mais parce que pour la première fois depuis 3 ans, j'avais enfin un endroit où j'avais le droit de pleurer. À Genève, dans les cercles de Julien, je ne pouvais rien dire à personne. Je devais tout ravaler. Parmi les épouses d'ambassadeurs, j'étais la fille de l'estimé général, l'épouse de l'estimé Julien Vance. Je devais être posée, élégante, impeccable. Je ne pouvais pas être une faiblesse. Mais mon Dieu, j'étais si fatiguée. Si incroyablement fatiguée. Cet après-midi-là, je suis allée au CVS local pour acheter quelques articles. En passant devant l'entrée du quartier, j'ai vu l'Audi noire. Elle était garée sur le trottoir, éclaboussée de boue séchée de l'autoroute. La fenêtre était entr'ouverte, et je pouvais voir des tasses de café froissées et un paquet de Marlboro vide sur le tableau de bord. Julien fumait rarement. Il n'allumait une cigarette que lorsque la pression était insupportable. Je suis restée là à regarder la voiture pendant quelques secondes, puis j'ai détourné le regard et j'ai continué à marcher. J'ai entendu une portière de voiture s'ouvrir derrière moi, suivie de pas rapides et lourds. Léonie. Je ne me suis pas arrêtée. Léonie, arrête. Sa voix était rauque d'épuisement et d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait situer. Je me suis arrêtée, non pas parce qu'il me l'avait ordonné, mais parce que je voulais entendre quel genre de saleté il allait encore cracher. Julien a fait le tour et s'est tenu devant moi, bloquant mon chemin. Il avait l'air terrible. Son costume était froissé au-delà de toute réparation. Son col déboutonné, sa cravate disparue. Une ombre foncée de barbe couvrait sa mâchoire, et ses yeux étaient complètement injectés de sang. Il avait l'air de n'avoir pas dormi une seconde depuis qu'il était descendu de l'avion d'Europe. Il dégageait une énergie frénétique et pathétique. « Tu as bloqué mon numéro ?» a-t-il demandé, sa voix. « Parce que je ne veux plus entendre parler de toi. » Il est resté silencieux. Sa pomme d'Adam a tressailli comme s'il essayait d'avaler des éclats de verre. À propos de l'autre soir. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Ne le fais pas, l'ai-je coupé. Je ne veux pas l'entendre, Léonie. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as giflé. Et puis tu t'es retourné et tu as protégé une autre femme. Cette gifle a fait plus pour me réveiller que toute ta froideur et ta négligence au cours des 3 dernières années. Toute couleur a fui de son visage. Je sais que tu es occupé, ai-je dit, ma voix stable. Je sais que la pression au ministère est immense. Je sais à quel point le travail d'un diplomate est difficile. Pendant des années, j'ai fabriqué des millions d'excuses pour me convaincre que tu m'aimais toujours. Tu étais juste trop occupé. Mais quand tu m'as frappé, j'ai enfin compris. J'ai pris une profonde inspiration. Tu n'es pas occupé. Tu t'en fiches, c'est tout. Julien a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Tu as dit que Chloé était malade, alors tu l'as emmenée dans sa chambre. D'accord. Faisons comme si c'était la vérité. Alors pourquoi as-tu fermé la porte à clé? Pourquoi les lumières étaient-elles éteintes? Pourquoi portait-elle ta chemise? J'ai marqué une pause. Julien, tu penses que je suis déficiente mentale? Il ne parla pas. Il se contenta de me regarder. Ses yeux qui me regardaient autrefois avec une telle chaleur nageaient maintenant dans l'agonie. Mais je n'avais plus pitié de lui. Je demande la garde exclusive de Lila, lui dis-je. Si tu rends les choses difficiles, je te verrai au tribunal. Je le contournai et continuai à marcher. En le dépassant, le parfum de bois de cèdre me frappa le nez. Mon cœur fit un bond. Juste un battement. Puis il reprit son rythme normal. Vois-tu, le corps se souvient, mais la mémoire s'estompe. 7 ans, c'était assez long. Il était temps que ça s'estompe. J'étais à environ 6 mètres quand je l'entendis dire quelque chose. Sa voix était si faible qu'elle fut presque emportée par la brise d'été humide. Léonie,
si je te disais que tu es la seule femme que j'ai jamais aimée de toute ma vie, me croirais-tu? Je ne me retournai pas. Mes pas ne faiblirent pas, mais j'entendais mon cœur battre contre mes côtes comme quelqu'un de piégé à l'intérieur, frappant désespérément à la porte. Le croyais-je? Je ne savais pas. Mais je savais une chose. Qu'il m'aime ou non n'avait plus d'importance, car quand quelque chose se brise, ça se brise. On ne peut pas le recoller. Il a commencé à pleuvoir au moment où j'ai tourné le coin. Une fine brune comme si quelqu'un saupoudrait du sel du ciel. Julien se tenait exactement là où je l'avais laissé. Il ne m'a pas poursuivi à nouveau. J'ai marché longtemps, tournant dans une autre rue avant de me permettre de m'arrêter et de respirer. Mes mains tremblaient. J'ai regardé mes jointures blanches. Mes ongles s'enfonçaient si fort dans mes paumes qu'ils laissaient 4 profondes empreintes en forme de croissant. J'ai desserré mes poings. La peau était rouge vif comme une brûlure. Qu'il m'aime ou non n'avait plus d'importance. Quelle belle chose libérée à dire. Je ressemblais exactement à une femme qui avait réussi à passer à autre chose. Mais mon corps me trahissait. Mon cœur s'emballait. Ma respiration était superficielle. Et mon estomac se tordait violemment. Je suis resté longtemps sous un auvent, attendant que la réaction physiologique passe avant de me forcer à entrer au CVS. J'ai acheté une bouteille d'Aquafina et des mouchoirs. La caissière m'a regardé avec inquiétude. « Ma chère, vous allez bien ?»« Je vais bien, ai-je dit. »« Juste la chaleur ?»« La chaleur ?» C'était juillet au Massachusetts ? Oui, mais j'avais froid. C'était un frisson qui me venait de la moelle des os. J'ai dévissé le bouchon et j'ai bu l'eau froide. Mon estomac s'est contracté violemment. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai revissé le bouchon et je suis rentré à la maison. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère, Léonie, à propos de la garde. J'ai appelé à l'aide. La belle-fille d'une vieille amie de ton père est associée dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille en ville. Sophie Martin. Je lui ai envoyé ton numéro. Envoie-lui un SMS. Ma mère travaillait vite. J'ai répondu, d'accord, et j'ai envoyé un SMS à Sophie. Elle a répondu en quelques minutes. Son avatar était une photo de profil professionnel net, cheveux blonds courts, un sourire chaleureux mais sans fioriture. Léonie, bonjour, je suis Sophie. Éléonore m'a fait un bref compte-rendu. Rencontrons-nous à mon bureau demain après-midi pour discuter des détails. J'ai pris rendez-vous à 14 heures. Cette nuit-là, ma mère a préparé un rôti de bœuf et des légumes rôtis et une grande marmite de soupe au poulet et aux nouilles. Elle a mis 3 couverts à table. Un pour moi, un pour elle et un pour mon père. Elle a fixé la 3e assiette une seconde, puis l'a tranquillement ramassée et remise dans le placard. Force de l'habitude, a-t-elle dit, la voix serrée. Depuis qu'il est parti, je continue de mettre la table de travers. Je n'ai rien dit. J'ai juste mis un morceau de bœuf dans son assiette. Nous avons mangé en silence. Le seul bruit était celui des fourchettes contre la porcelaine. Ma mère a mangé la moitié de son assiette et s'est arrêtée, disant qu'elle n'avait pas d'appétit. Je n'en avais pas non plus, mais je me suis forcée à tout finir dans mon assiette. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Je devais récupérer Lila. Je devais négocier un divorce. J'avais une fille de 7 ans qui attendait que je lui donne une explication. Vers 22 heures, je suis sortie de la salle de bain après une douche et j'ai vu ma mère près de la fenêtre de sa chambre au téléphone. Sa voix était chuchotée. Je n'ai pas voulu écouter, mais la maison silencieuse portait ces mots. Oui, c'est ma fille. Oui, il l'a frappée. Tout son visage était couvert de bleu. Dites-moi, comment puis-je la laisser rester avec un homme comme ça ? Une pause. Ma mère est restée silencieuse pendant longtemps avant de dire quelque chose qui m'a fait tressaillir. Je me fiche du coût des frais juridiques. Je souffre juste pour ma petite fille. Je l'ai gâtée pourrie en grandissant et elle a subi cette violence pendant 3 ans sans me dire un mot. Quel genre de mère suis-je pour ne pas l'avoir vue ? Je me suis reculée, j'ai doucement fermé la porte de la salle de bain,
Me suis assise sur le carrelage froid et j'ai couvert ma bouche pour qu'elle ne m'entende pas pleurer. L'après-midi suivante, je suis allée voir Sophie Martin. Son cabinet était situé dans un immeuble élégant du quartier financier du centre-ville de Boston. Le bureau n'était pas immense, mais il était impeccable. Sophie semblait plus jeune en personne, peut-être au début de la trentaine. Elle parlait rapidement, mais de manière concise. « Léonie, établissons d'abord les faits », a-t-elle dit, ouvrant un carnet de notes juridiques. « Depuis combien de temps êtes-vous mariée ?»« 7 ans. »« Des enfants ?»« Une fille de 7 ans. »« Lila. »« Lieu de résidence actuel de l'enfant ? » ?»« Genève, Suisse. » « Mais elle a un passeport américain. » Sophie a hoché la tête, prenant des notes rapidement. « Quels sont les principaux points de discorde ? » « La garde, les biens, la pension alimentaire, tout ça, ai-je dit. Mais la garde est non négociable. » Sophie a levé un sourcil et a pris une autre note. « Vous avez également mentionné à Éléonore qu'il vous a frappé. Avez-vous des preuves ? » J'ai touché ma joue. L'ecchymose était presque partie, mais je l'avais documenté. J'avais pris des photos horodatées. Il y a aussi des images de surveillance de l'hôtel à Genève, et le personnel de l'hôtel l'a vu. Excellent, a dit Sophie d'un ton clinique. Nous pouvons assigner les images ou les utiliser comme levier. Un historique documenté d'agression, même un seul incident de violence domestique, est un énorme détriment à son dossier pour la garde. Les mots « violence domestique » sortant de la bouche de Sophie atterrirent doucement dans l'air, mais me frappèrent les oreilles comme un coup de marteau. Je n'avais jamais associé cette phrase à la gifle de Julien. C'était trop lourd. Dans mon esprit, la violence domestique était ce qui se passait aux informations du soir, des femmes avec des orbites brisées et des côtes fracturées. Pas moi. Mais Sophie avait raison. C'était une agression. Quelles que soient ses raisons, que ce soit la première fois ou non, quels que soient ses regrets, il m'avait frappé. En sortant de l'immeuble, le ciel était devenu d'un gris menaçant. Les orages d'été en Nouvelle-Angleterre arrivent sans prévenir. J'étais sous l'auvent vitré de l'immeuble, attendant un Uber quand mon téléphone a sonné. C'était un indicatif régional inconnu de Washington DC. J'ai hésité puis j'ai répondu. Léonie. La voix me tendit. C'était Marc, le secrétaire de Julien au ministère des Affaires étrangères. J'avais traité avec lui pendant 5 ans. Léonie. Julien est à l'hôpital. La voix de Marc était paniquée, parlant 2 fois plus vite que d'habitude. Pancréatite aiguë. Nous l'avons transporté d'urgence au Mass Général hier soir. Il m'a interdit de t'appeler, mais je pense vraiment que tu dois savoir. Mon cœur a fait un bond, puis a battu follement. Quel hôpital ? Massachusetts General. Service de gastro-entérologie. J'ai raccroché. La pluie tombait à torrents maintenant. Le vent fouettait la pluie sur mes jambes nues. L'application Uber indiquait 20 minutes d'attente sans aucune voiture disponible. Le MGH n'était pas loin, 15 minutes à pied si je me dépêchais. J'ai ouvert mon parapluie et j'ai commencé à marcher. Mon pantalon était trempé quand je suis arrivée. Mes baskets couinaient à chaque pas. Je marchais comme un automate, sans penser, juste en bougeant. Au moment où j'ai atteint l'entrée de l'hôpital, la pluie avait diminué. Le service de gastro-entérologie était au 6e étage. L'ascenseur était vide. J'ai regardé mon reflet dans les portes métalliques. Mes cheveux étaient collés à mon front. Mon maquillage était étalé. J'avais l'air d'une épave. J'ai repoussé mes cheveux mouillés, essuyé mon visage avec un mouchoir et j'ai pris une profonde inspiration tandis que les portes s'ouvraient en carillonnant. Le couloir sentait fortement l'eau de javel et l'iode. Marc faisait les 100 pas devant une chambre au bout du couloir. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés et il s'est précipité vers moi. Dieu merci, vous êtes là. Comment va-t-il ? Le médecin a dit que nous l'avons pris juste à temps avant que cela ne devienne nécrosant, a chuchoté Marc. Mais il est NPO, rien par la bouche pendant quelques jours. Il est sous perfusion pour contrôler l'inflammation.
Il souffre d'une douleur atroce depuis hier soir, mais il refuse de prendre le Dilodi. Pourquoi? Marc a hésité. Il a dit qu'il avait peur que ça lui embrouille le cerveau. Il a dit que ça affecterait son travail. J'ai laissé échapper un rire amer. Affecter son travail. C'étaient les 3 mots que j'avais le plus entendus ces 3 dernières années. Lila est malade. Je ne peux pas rentrer. Ça affecterait mon travail. J'ai besoin que tu viennes chez le médecin avec moi. J'ai un briefing. Ça affecte mon travail. Notre anniversaire. J'ai un sommet. Ça affecte mon travail. Et maintenant, allongé dans un lit d'hôpital dans l'agonie, il utilise toujours l'excuse. Sa carrière était-elle vraiment son univers entier? Ou était-ce juste le bouclier le plus pratique derrière lequel se cacher pour ne pas faire face à la réalité? Léonie. Marc m'a regardé avec imploration. Julien, il porte vraiment un lourd fardeau. Je l'ai ignoré. Tout le monde porte des fardeaux. Tout le monde serre les dents et se force à sortir du lit tous les matins. Pourquoi le fardeau de Julien était-il une excuse pour me traiter comme des ordures? J'ai contourné Marc et j'ai marché vers la porte. Elle était entr'ouverte. J'ai regardé à travers l'ouverture et j'ai vu Julien allongé dans le lit d'hôpital, portant une blouse bleue délavée. Son visage était de la couleur de la cendre. Une intraveineuse était scotchée au dos de sa main. La machine bipait régulièrement, faisant couler des médicaments dans ses veines comme un compte à rebours. Ses yeux étaient fermés, ses sourcils froncés d'agonie, ses lèvres gercées et saignantes. Il avait l'air 10 ans plus vieux. Je me tenais à la porte, la main sur la poignée. Devais-je rentrer et dire bien fait? Rétablis-toi vite ou juste rester là comme une étrangère? Je suis restée là pendant 2 minutes. Soudain, la porte s'est ouverte de l'intérieur. Une infirmière portant un dossier m'a heurté. Êtes-vous de la famille? Avant que je ne puisse répondre, les yeux de Julien se sont ouverts. Au moment où il m'a vu, quelque chose dans ses yeux s'est complètement brisé. Le dernier fil de sa fierté, de son calme diplomatique, s'est dissous. Ses yeux sont immédiatement devenus rouges, et ses lèvres ont tremblé. Mais il n'a pas dit un mot. Il m'a juste regardé, l'air d'un petit garçon qui avait fait une erreur catastrophique. L'infirmière a regardé entre nous, a senti la tension et s'est éclipsée, laissant la porte ouverte. Le courant d'air du couloir a fait frissonner la tubulure de la perfusion. « Pourquoi es-tu là ?» a-t-il demandé. Sa voix était rauque, si faible qu'elle se portait à peine. Je suis entrée et me suis tenue au pied du lit, gardant une solide distance de 2 mètres entre nous. Marc m'a appelé. Julien a baissé les yeux. Ses cils projetaient de longues ombres sur ses joues émaciées. Je lui ai dit de ne pas t'appeler. Je sais que tu n'as pas besoin d'être ici. Tu devrais partir. Sa voix tremblait quand il a dit, tu devrais partir. Il n'était pas en colère. Il était terrifié. Terrifié que je me retourne et que je parte. Terrifié que je parte sans lui jeter un second regard. Pourtant, son réglage par défaut était toujours de me repousser pour sauver la face. Il a toujours été comme ça. Il ne vous supplierait jamais de rester. Il ne montrerait jamais de vulnérabilité. Il vous repousserait avec ce martyre aristocratique et souffrirait ensuite en silence quand vous seriez réellement parti. Je l'ai regardé, me souvenant de la première année de notre mariage. Nous avions eu une dispute énorme et j'avais fait une valise pour partir. Il a bloqué la porte d'entrée. Nous sommes restés là, dans une impasse, pendant 1 heure. Finalement, il a craqué. Il a glissé le long de la porte, a serré mes genoux, a enfoui son visage dans mes jambes et a murmuré, « S'il te plaît, ne pars pas. » Ce fut la seule fois où il a baissé son armure pour moi. Les années suivantes, il a cessé de bloquer la porte. Il a appris à utiliser le silence comme une arme. Quand je faisais mes valises, il s'asseyait sur le canapé en lisant un dossier. Quand j'arrivais à la porte, il disait simplement, « Conduis prudemment. » Je n'ai pas mangé, a dit Julien soudainement, comme pour justifier son état. Le médecin a dit pas de nourriture ni d'eau pendant 3 jours. Je sais.
Le silence est retombé. La pluie avait cessé dehors. Une mince bande de lumière dorée du soleil de fin d'après-midi a percé les nuages et s'est étendue sur les draps d'hôpital blanc immaculé. Je fixai l'aiguille de perfusion dans sa main, la peau craquelée de ses lèvres. Cet homme avait tellement maigri. La dernière fois que je l'avais vu dans son smoking à Genève, la ceinture était lâche. Je pensais qu'il était juste stressé. Rétrospectivement, son corps était déjà en train de se dégrader. « Où est Lila ?» ai-je demandé. « Elle est avec ma mère » a-t-il dit. Je l'ai fait rentrer à Washington DC avant de venir à Boston. Elle va bien? Oui, mais elle n'arrête pas de demander quand tu rentres à la maison. Mon nez me brûlait, mais je ravalais ma tristesse. Je ne vais pas me battre pour la garde, dit Julien soudainement. Non pas parce que je ne la veux pas. Je l'ai regardé. C'est parce que sans toi, la maison n'est que moi. Je suis entièrement seule. Il a fixé le plafond en disant cela, son ton plat comme s'il annonçait le bulletin météo. Mais ses yeux étaient injectés de sang et il s'est mordu les lèvres si fort qu'une nouvelle goutte de sang a jailli. Je n'ai rien dit, craignant que si j'ouvrais la bouche, je ne dise quelque chose que je regretterais. Léonie. Il a finalement tourné la tête pour me regarder. Dans ses yeux, il y avait une vulnérabilité brute et nue que je n'avais pas vue depuis des années. Peux-tu? Pouvons-nous? Sa voix se brisa. On aurait dit que quelque chose était physiquement logé dans sa gorge. Il prit une inspiration difficile, puis une autre, mais l'air ne descendait pas. Cela se transforma en un sanglot réprimé et brisé. Julien Vance pleurait. Le brillant diplomate qui charmait les ministres européens, qui affrontait les corps de presse hostiles sans ciller, qui m'avait giflé et refusé de s'excuser. Il pleurait. C'était complètement silencieux, juste des larmes coulant des coins de ses yeux, imbibant l'oreiller de l'hôpital. Je l'ai regardé pleurer. Je n'avais plus pitié de lui, mais mes propres larmes coulaient quand même. Je ne les ai pas essuyées. Je suis juste restée là et les ai laissées tomber. Me voir pleurer l'a fait s'arrêter. Il a levé sa main libre comme s'il voulait me tendre la main, mais sa main a plané au-dessus des draps de lit et est retombée. Ne pleure pas, a-t-il rauqué. Je ne pleure pas, ai-je dit froidement. C'est l'eau de Javel ici. Sa bouche tressaillit. Je ne savais pas si c'était un sourire amer ou s'il voulait dire autre chose. La lumière du soleil devint plus dure, illuminant le teint grisâtre et malsain de sa peau. J'ai détourné le regard, j'ai sorti un mouchoir de mon sac à main et j'ai essuyé mon visage comme si j'enlevais une tache de café. Repose-toi, ai-je dit. Nous parlerons de Lila quand tu seras sorti de l'hôpital. Léonie. Il m'a appelé. Je me suis arrêtée mais ne me suis pas retournée. Cette gifle. Chaque mot semblait agonisant à prononcer. Le plus grand regret de toute ma vie a été de te frapper. J'ai attendu 3 secondes pour la phrase suivante. Elle n'est pas venue. Il a juste déclaré qu'il le regrettait. Il n'a pas dit pourquoi il m'avait frappé. N'a pas dit qu'il avait eu tort. N'a pas promis qu'il ne le referait plus jamais. Il a énoncé un fait, pas des excuses. Notez, ai-je dit. J'ai poussé la porte et je suis sortie. Marc était toujours dans le couloir, l'air anxieux. Je ne lui ai pas laissé le temps de parler. Je me suis dirigée directement vers les ascenseurs. Au moment où les portes se fermaient, j'ai vu une silhouette floue d'une blouse d'hôpital bleu se précipiter dans le couloir. C'était Julien. Il avait arraché la perfusion de sa main. Le sang coulait du dos de sa main, le tube pendant du poteau derrière lui tandis qu'il trébuchait vers l'ascenseur. Il a claqué sa main contre le revêtement en caoutchouc de la porte, la forçant à s'ouvrir. Il se tenait là, haletant, appuyé contre le cadre. « Es-tu fou ?» Je l'ai fusillé du regard. Il m'a ignoré et m'a attrapé le poignet. Sa peau était glaciale, ses doigts osseux et serrés. Il me tenait comme si j'allais disparaître dans l'air. Le divorce, halta-t-il. Je ne signe pas. Ce n'est pas à toi de décider. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je ne le ferai pas. Les lumières fluorescentes de l'ascenseur étaient aveuglantes.
J'ai baissé les yeux sur sa poigne sur mon poignet. Son pouce était pressé contre mon pouls, qui battait la chamade. Il a probablement pris cela pour de la colère. Julien, ta main saigne, ai-je dit. Il a jeté un coup d'œil. Le site de la perfusion arrachée saignait le long de ses phalanges, tombant sur le sol en linoléum comme des pétales de rose éparpillés. Il n'a pas lâché prise. Lâche-moi. Retourne dans ta chambre où j'appelle la sécurité. Tu agis comme un enfant. Je suis un enfant, a-t-il dit. Si j'avais agi comme un enfant il y a quelques années, si j'étais resté plus à la maison, si je m'étais disputé avec toi au lieu de te donner le traitement du silence, peut-être que tu ne. Il n'a pas fini. Son visage était cendre. Il semblait prêt à s'évanouir. Les patients atteints de pancréatite ont besoin d'un repos absolu. Pourtant, il avait sprinté dans un couloir et était en train de se disputer dans un ascenseur. Je ne savais pas comment il tenait debout. Je te ramène dans ta chambre, ai-je dit. Et tu vas me promettre de rester dans ce lit. D'accord, a-t-il chuchoté. Je l'ai regardé, essayant de juger s'il mentait. Je te raccompagnerai au lit. Tu laisseras l'infirmière refaire la perfusion et tu ne feras plus de scène. Tu comprends? Il a finalement lâché prise. Dès qu'il l'a fait, son corps a chancelé. J'ai instinctivement rattrapé son bras. Il brûlait à travers sa fine blouse. Je pouvais sentir la chaleur rayonner de lui. Tu as de la fièvre. 38,3, a-t-il dit, et il a même souri. Un sourire terrible, désespéré, comme un homme qui se noie s'accrochant à un morceau de bois flotté. J'ai soutenu son poids et l'ai ramené. Je pouvais sentir chaque côte. Il était étonnamment fragile. Alors que nous traînions dans le couloir, une infirmière a vu le sang et a halté. Que faites-vous hors du lit? Elle l'a pratiquement repoussé sur le matelas et a efficacement posé une nouvelle perfusion, nous réprimandant tout le temps. La famille doit mieux le surveiller. Je ne l'ai pas corrigé. Julien était assis sur le bord du lit, la laissant le piquer avec l'aiguille, sans faire de bruit, me fixant juste pour s'assurer que je ne m'échappais pas. Une fois l'infirmière partie, nous étions de nouveau tous les deux. Tu peux partir, dit Julien doucement. Beaucoup plus calme maintenant. Tu viens de me poursuivre pour m'arrêter, et maintenant tu veux que je parte? La première fois, c'était une impulsion. Fais comme si ça n'était pas arrivé. Trop tard. Je l'ai regardé. Je me souviens de chaque mot que tu as dit, y compris, le plus grand regret de ma vie a été de te frapper. Sa bouche tressaillit. Je m'en vais, ai-je dit. J'ai sorti une gourde Yeti de mon sac fourre-tout et l'ai posée sur la table de chevet. Elle est vide. Quand ils te laisseront boire, demande à l'aide-soignant de la remplir d'eau tiède. Ne bois pas d'eau glacée. Ton estomac ne peut pas la supporter. Il a regardé la gourde pendant longtemps. Puis il a posé une question complètement hors de propos. C'est la marque que tu utilises toujours? Je l'ai cherchée partout à Genève. Je n'ai pas répondu. Pourquoi diable cherchait-il une gourde Yeti en Suisse? Il ne buvait que des americanos glacés, même en plein hiver. Je l'ai acheté pour toi, a-t-il dit, répondant à ma question tacite. Tu utilises toujours cette marque. Je voulais t'en offrir une que tu aimais pour ton anniversaire. Mon anniversaire? 2 mois auparavant, il ne m'avait rien donné. Attendez, non. Il avait demandé à sa secrétaire de me donner un sac de courses. À l'intérieur, il y avait un foulard en soie Dior. Standard. On aurait dit qu'il était entré dans la boutique et avait dit « Donnez-moi quelque chose qui convienne à une femme ». Il ne l'a même pas sorti du sac. J'ai dit à Marc de la retourner. C'était la première fois que je le rejetais explicitement. C'est probablement à ce moment-là qu'il a commencé à paniquer. Je m'en vais, ai-je dit, repose-toi. Cette fois, il ne m'a pas retenu. Je suis sorti, suis monté dans l'ascenseur, et quand les portes se sont fermées, je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où j'ai quitté l'hôpital, le soleil était éclatant. Le trottoir fumait. Je me tenais sur Cambridge Street, attendant un Uber. Mon téléphone a vibré.
C'était une note vocale de l'iPad de la mère de Julien, envoyée à moi. C'était Lila. Maman, quand reviens-tu? Grand-mère dit que tu es allée à Boston voir grand-père. Grand-père va mieux? Tu me manques. La douce voix aiguë de ma fille de 7 ans se terminait sur un ton montant, douce comme une guimauve. Je me suis assise sur un banc en béton et je l'ai écoutée 3 fois. Puis j'ai maintenu le bouton du microphone. Grand-père est parti pour un très long voyage, ma chérie. Maman vient te chercher bientôt. Sois sage pour grand-mère. J'ai envoyé. Puis j'ai réécouté sa note vocale. Je voulais m'effondrer, mais je ne l'ai pas fait. J'avais assez pleuré pour une journée. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était dans le jardin en train de tailler les rosiers. Elle a vu mes vêtements humides et mes yeux rouges, mais n'a rien demandé. Il y a du thé glacé dans le frigo. Va te servir un verre. Je me suis assise sur le porche en buvant le thé glacé tandis que ma mère coupait les têtes mortes des roses. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles de chêne, dansant sur ses épaules. Julien est à l'hôpital, ai-je dit. Pancréatite aiguë. Les cisailles de ma mère se sont arrêtées. Puis elle a coupé une rose morte. À un seul syllabe. Je suis allée le voir. Il dit qu'il ne veut pas divorcer de moi. Ma mère a posé les cisailles dans son panier, s'est essuyé les mains sur son tablier et s'est tournée vers moi. Léonie, laisse-moi te poser une question. Dis-moi la vérité absolue. J'ai attendu. L'aimes-tu toujours? La question fut une balle me frappant en plein cœur. Aimais-je Julien? Je l'aimais suffisamment pour l'épouser alors que j'étais une étudiante naïve et lui une étoile montante au ministère des Affaires étrangères. Je l'aimais suffisamment pour défier mon père. Je l'aimais suffisamment pour le suivre dans ses affectations diplomatiques à travers l'Europe, apprenant les langues locales, organisant des dîners d'ambassade et naviguant dans les politiques toxiques du cercle des conjoints. Je l'aimais suffisamment pour tolérer ses absences, sa froideur et le vide terrifiant dans ses yeux quand il me regardait. Mais après cette gifle, je ne l'aimais plus. Non, ce n'était pas un manque d'amour. C'était de la peur. Comme s'occuper d'une belle plante en pot pendant des années, pour réaliser qu'il y a un énorme trou au fond du pot. Toute l'eau s'écoule. La plante est toujours là, mais on sait qu'elle va mourir. Maman, ai-je dit, je ne sais pas. Ma mère n'a pas insisté. Elle est rentrée et a apporté une assiette de pastèques coupées. Alors ne te précipite pas. Le divorce est un choix pour la vie. Ne pas divorcer est aussi un choix pour la vie. D'abord, va chercher Lila, trouve un emploi, installe-toi. Une fois que tu seras sur tes 2 pieds, la réponse sera évidente. Elle a fait une pause. Le plus grand regret de ton père a été de ne jamais avoir pu dire qu'il était désolé. La nuit de ton mariage, il est resté dans son bureau à boire du bourbon jusqu'à l'aube. Il m'a dit, Léonie est mariée. Ma maison est si vide. Des larmes sont tombées dans mon thé glacé. Ces derniers mots, ma mère s'est étranglée, étaient, Léonie rentre-t-elle à la maison? Il a attendu 3 ans et il a manqué de temps. Maman, je suis tellement désolée. Ne t'excuse pas auprès de moi. Elle a agité la main. Je te dis juste, certaines choses ne peuvent pas attendre. Certaines personnes ne peuvent pas attendre. Ton père n'a pas pu attendre. Mais tu as le temps. Ne traîne pas une décision jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là non plus. Je fixais les étoiles en plastique et pensais à 1 million de choses. Lila, mes parents, le visage en larmes de Julien, sa main qui saignait, sa prétention que j'étais son seul amour. Mais je me suis aussi souvenu des lits vides, de la salle d'attente des urgences, de la fièvre de Lila à 40 degrés pendant qu'il buvait du champagne avec l'ambassadeur de France, son corps protégeant Chloé, la gifle qui a brisé un mariage de 7 ans. À 2 heures du matin, j'ai ouvert mon téléphone. Un SMS de Sophie Martin. Léonie, commencez immédiatement à rassembler des preuves pour la garde. Aussi, connaissez-vous l'étendue complète des actifs financiers de votre mari? Nous devons nous préparer pour une répartition équitable. J'ai répondu oui. J'ai ouvert l'application Notes et j'ai commencé une liste.
acte de naissance de Lila, passeport, dossier scolaire, antécédents médicaux, notre acte de mariage, déclaration de revenus de l'IRS, relevé bancaire, les photos de mon visage meurtri, demande de subpénat pour le Four Seasons de Genève, liste de témoins. J'ai écrit méthodiquement comme si je rédigeais un traité. Cette efficacité clinique était exactement ce que 7 ans avec le diplomate m'avait appris. L'émotion était bon marché. La documentation était à toute épreuve. À mi-chemin de la liste, un numéro inconnu m'a envoyé un SMS. Pas Chloé. Léonie, c'est David de l'ambassade de Genève. J'ai appris que Julien était hospitalisé. Je pensais juste que tu devais savoir. Chloé a pris l'avion pour Boston et lui a rendu visite à l'hôpital cet après-midi. Elle est restée 1 heure. Je pensais que tu avais le droit de savoir. J'ai fixé le message et j'ai souri. Pas un sourire amer, un sourire amusé. Pourquoi les gens pensaient-ils que je m'en souciais encore? Chloé lui a rendu visite. Tant mieux pour elle. J'ai supprimé le texte et je suis retournée à ma liste. Quand je suis arrivée à la section financière, j'ai réalisé que je ne savais rien. Son salaire du ministère allait sur notre compte courant commun. Je payais l'hypothèque de la propriété de Genève. Les frais de scolarité de Lila, les courses, ce qui restait y restait. Avait-il des portefeuilles d'investissement, des sociétés à responsabilité limitée cachées, des comptes séparés? Après 7 ans de mariage, j'en savais moins sur ses finances que Chloé ne le savait probablement. À 3h30 du matin, j'étais épuisée. J'ai glissé le téléphone sous mon oreiller. Alors que je m'assoupissais, j'ai entendu un son étouffé venant de la chambre de ma mère. Elle pleurait. Maintenant qu'elle n'avait plus à être forte pour moi, elle faisait enfin son deuil de mon père. Je ne suis pas entrée. Certains deuils sont strictement solitaires. Le lendemain matin, je suis allée au bureau de Sophie Martin. Je lui ai donné la liste et lui ai tout raconté, y compris le texte sur la visite de Chloé à l'hôpital. Sophie est restée silencieuse un instant. Léonie, je vais me battre comme une folle pour vous. Pas pour les heures facturables, mais parce que vous méritez bien mieux que cela. J'ai souri. Pensez-vous que nous allons gagner? Il n'y a aucune garantie en droit de la famille, a dit Sophie. Mais je peux garantir ceci. Cet homme ne pourra plus jamais vous intimider. En quittant le gratte-ciel, j'ai enregistré un nouveau numéro de téléphone et j'ai envoyé un SMS à Julien. C'est Léonie. J'ai pris ma décision. Je veux divorcer. Je veux la garde physique exclusive de Lila. Nous partageons les biens légalement. Si tu n'es pas d'accord, je te verrai au tribunal. Il l'a lu immédiatement. Cette fois, il a répondu par un paragraphe. Léonie, je comprends que tu souffres. Je comprends que tu ne puisses pas oublier la gifle. Je comprends que ma négligence t'a brisé. J'admets tout cela, mais je ne signerai pas les papiers. Non pas parce que je veux te piéger, mais parce que je sais qu'à la seconde où tu t'éloigneras, tu ne regarderas plus jamais en arrière. J'ai tapé une phrase. Tu as raison. Je ne reviendrai jamais. Puis j'ai bloqué le nouveau numéro aussi. Il a fallu 15 minutes, mais en ces 15 minutes, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. 3 ans trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Le soleil de Boston était éclatant. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et je me suis dirigée vers la gare. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais à partir d'aujourd'hui, Léonie y vivait seulement pour elle-même. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de la mère de Julien, Marguerite Dubois. En 7 ans, elle n'avait jamais été particulièrement chaleureuse ou froide envers moi. C'était une mondaine de Georgetown de la vieille école qui parlait d'un ton feutré et poli qui masquait une profonde condescendance. Quand elle m'appelait Léonie, on aurait dit qu'elle s'adressait à une employée. Léonie, ma chère. Sa voix a résonné à travers la ligne. J'ai appris l'hospitalisation de Julien. La pancréatite est si dangereuse. Marc me dit que tu es allé le voir. Dieu merci. Elle a marqué une pause. Vous avez des problèmes tous les deux? Julien est terriblement lunatique. Tu es sa femme, Léonie.
Tu dois être plus compréhensive. Sa carrière au ministère est incroyablement stressante. Ne fais pas d'histoire pour des petites choses. Compréhensive. J'avais entendu ce mot pendant 7 ans. Marguerite, je gère les choses avec Julien. Ne vous inquiétez pas. Comment ne pas m'inquiéter? Lila est ici à Washington DC avec moi, pleurant sa mère tous les jours. Quand reviens-tu? Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille parce que tu fais une crise. Elle me blâmait. Me blâmait d'avoir assisté aux funérailles de mon père au lieu de soigner son fils. Me blâmait pour les larmes de ma fille. Elle ne savait rien de la gifle. Elle ne savait rien de Chloé. Et si elle l'avait su, elle aurait probablement dit, ce sont des garçons. Ne gâchez pas une bonne chose. Je prends l'avion pour Washington DC mardi prochain pour récupérer Lila, ai-je dit calmement. Je finaliserai les choses avec Julien à ce moment-là. Finaliser quoi? Un divorce? Le vernis poli est tombé. Sa voix est devenue vive et incrédule. Léonie, es-tu folle? Tu as une vie parfaitement bonne. Julien est un diplomate senior. Sa cote de sécurité et sa trajectoire de carrière dépendent d'une vie de famille stable. Si tu provoques un scandale qui fait dérailler sa nomination, je ne le supporterai pas. J'ai ri à haute voix. C'était glaçant. Elle ne s'inquiétait pas de mon bonheur, ni de celui de son fils, ni de la famille brisée de Lila. Elle s'inquiétait de son salaire de GS-15 et de sa chance d'être ambassadeur. Pour elle, j'étais juste un accessoire dans le théâtre politique de Julien Vance. Ne vous inquiétez pas, Marguerite, ai-je dit froidement. Je ne ruinerai pas sa carrière. Je partirai discrètement. Pas de presse, pas de scandale. J'ai été un accessoire poli pendant 7 ans. Je ferai une sortie polie. J'ai raccroché. Je me suis assise sur un banc dans le Boston Common. L'humidité se dissipait, laissant place à une brise fraîche. Mon téléphone a sonné. C'était Sophie. Léonie, la découverte des biens est revenue. En dehors de la propriété de Genève, Julien a acheté 2 luxueux condos à Arlington, Virginie, et une devanture commerciale à Alexandrie, le tout après le mariage. Il détient également 3 comptes d'investissement offshore totalisant environ 1 200 000 $. Étiez-vous au courant de tout cela? J'ai lu le texte 2 fois. 2 condos, une propriété commerciale, 1 200 000 $. Je n'en savais rien. Ces chèques du ministère payaient les factures. Je pensais que c'était tout ce qu'il y avait. Quand a-t-il commencé à cacher de l'argent? Dès le premier jour ou juste quand les choses se sont refroidies? Je ne savais pas. Tout comme je ne savais pas quand il avait cessé de m'aimer. J'ai répondu à Sophie par SMS. Non, je ne savais pas. Ai-je une réclamation? Absolument. C'est un bien conjugal, mais si nous le poursuivons, le litige sera brutal et prolongé. Êtes-vous prête à cela? J'ai réfléchi une minute et j'ai tapé, poursuivez. Pas pour l'argent, mais pour me rappeler que je n'ai pas juste donné mes 20 ans pour rien. Je prends ce qui est à moi. Cette nuit-là, j'ai dit à ma mère que je partais pour Washington DC mardi. Elle faisait la vaisselle. Elle a marqué une pause. Tu veux que je vienne? Et si cette fille Chloé est là? J'ai souri. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? La combattre si je dois le faire? Ma mère a claqué une assiette dans l'égouttoir. Je viens de Souti, Léonie. J'ai affronté pire qu'une petite stagiaire de Washington DC. Ses yeux étaient très sérieux. Elle essayait de me protéger, tout comme papa. Ça ira, maman. Je l'ai serrée dans mes bras par derrière. Elle me semblait si petite maintenant. Je peux m'en occuper. J'ai réservé un vol pour mardi matin de Logan à Reagan National. J'ai envoyé un email à Julien. Je viens à Washington DC mardi pour récupérer Lila. J'attends que tu aies examiné l'accord de règlement afin que nous puissions en discuter sans faire de scène. Pas de réponse. Avant de partir pour l'aéroport, je suis allée dans l'ancien bureau de mon père. Sous la vitre de son bureau, il y avait des photos.
Ma remise de diplôme, mon bal de fin d'année, mes concours d'écriture, mais pas de photo de mariage. J'ai soulevé la vitre et j'ai regardé le dos de ma photo de remise de diplôme universitaire. À l'encre rouge vif, il avait écrit « Léonie, papa t'aime toujours ». J'ai rangé la photo dans mon bagage à main. À Logan, j'ai reçu un email de Julien. 2 mots. J'attends. Que attendait-il ? Que je cède ? Que je réalise que je ne pouvais pas vivre sans le prestige ? Julien Vance pouvait attendre tout ce qu'il voulait. Je ne revenais pas. Le vol pour DCA fut rapide. J'ai pris un taxi directement vers la grande maison de ville de Marguerite à Georgetown. C'était une belle maison en briques avec du lierre grimpant sur les murs. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. Ce n'était pas Marguerite. C'était Lila. Elle portait une robe d'été rose, ses cheveux en tresses désordonnés, une tache de chocolat sur la joue. Elle a haleté, puis a éclaté en sanglots bruyants qui faisaient trembler son corps. Elle s'est jetée sur mes jambes. « Maman, maman, tu es venue. Je pensais que tu m'avais laissé. » Je suis tombée à genoux et l'ai serrée fort, enfouissant mon visage dans ses cheveux. Elle sentait le shampoing pour bébé Johnson et la sueur estivale. « Maman ne te quitterait jamais. Je suis là pour te ramener à la maison. » « Quelle maison ? » Lila a sangloté, me regardant. « On retourne à Genève ? Papa vient ? » Avant que je puisse répondre, une voix rauque est venue du hall. « Papa est juste ici, ma puce. » J'ai levé les yeux. Julien se tenait dans le couloir. Il portait un pull en cachemire gris ample qui pendait sur sa silhouette émaciée. Son visage était sans couleur. Il n'avait pas attendu à l'aéroport. Il avait attendu ici. Lila a couru vers lui. « Papa, vous êtes tous les deux là. » Julien l'a soulevé, grimaçant légèrement car le mouvement sollicitait clairement son abdomen en convalescence. Il m'a regardé par-dessus sa tête. « Lila, va montrer à maman le dessin que tu as fait dans la cuisine, » a dit Julien doucement. Lila s'est enfuie. Je suis entrée dans le hall. Marguerite est apparue du salon, me faisant un signe de tête glacial avant de suivre Lila. Je la surveille. Ayez votre petite conversation. Julien et moi nous sommes tenus dans le grand hall d'entrée. Il a sorti une cigarette de sa poche, mais ne l'a pas rallumée. Je pensais que tu avais arrêté. J'avais arrêté. J'ai recommencé. Depuis quand ? Depuis que tu es parti. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai envoyé le règlement. Les propriétés en Virginie, les comptes. Sophie a tout détaillé. Je me fiche des maisons, a dit Julien, sa voix creuse. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Je ne me battrai pas non plus pour la garde. J'ai été surprise qu'il se rende si facilement, mais soulagée. Merci. Il a fait un pas vers moi. J'ai une condition. Quoi ? Ne passe pas à autre chose trop vite. Sa voix tremblait. Donne-moi 1 an. Laisse-moi te faire la cour à nouveau. Si dans 1 an tu me regardes toujours avec rien d'autre que du mépris, je signerai les documents finaux. Je partirai et je ne t'importunerai plus jamais. Je l'ai regardé. Cet homme qui m'avait frappé dans un couloir d'hôtel. Cet homme qui était resté sous la pluie glaciale de Boston. Cet homme qui avait arraché sa perfusion pour me poursuivre. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tout d'abord, range cette cigarette. Cette nuit-là, après que Lila se soit endormie dans la chambre d'amis, Marguerite m'a coincé dans la cuisine. Elle coupait un pamplemousse avec une précision chirurgicale. Julien m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-elle dit sans lever les yeux. Te frapper était inacceptable. Mais c'est un homme bon soumis à une pression insupportable. Tu es assez intelligente pour savoir qu'un homme dans sa position a des faiblesses. Tu les ignores pour le bien de la famille. Il m'a frappé, Marguerite, ai-je dit platement. Il était stressé, a-t-elle claqué, se tournant vers moi. Et quant à l'autre fille, tu exagères. On ne gâche pas un mariage du ministère des Affaires étrangères pour un malentendu.
Lui avez-vous demandé pourquoi il a fermé la porte de l'hôtel à clé, ai-je demandé. Lui avez-vous demandé pourquoi elle portait ses vêtements? La mâchoire de Marguerite s'est serrée. Je ne discute pas avec toi. Lila est une Vance. Elle reste. C'est ma fille, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure mortel, et les papiers sont déjà rédigés. Excusez-moi. Le lendemain matin, j'ai préparé les affaires de Lila. Elle était assise sur le lit. Étonnamment silencieuse. Maman, papa vient avec nous à Boston? Non, ma chérie. Papa doit travailler. Elle a hoché la tête solennellement, a couru dans le salon et est revenue avec un morceau de papier. C'était un dessin au crayon de 3 bonshommes tenant la main sous un énorme soleil jaune. Elle a couru en bas et l'a tendu à Julien. Papa, regarde ça. Quand tu nous manques. Les yeux de Julien se sont embués. Il est tombé à genoux et l'a serré dans ses bras. Quand il l'a finalement lâché, il s'est levé et m'a regardé. Attends-moi. Je n'ai pas répondu. J'ai pris la main de Lila, j'ai attrapé la valise et je suis sortie par la porte d'entrée vers l'Uber qui attendait. J'ai attaché Lila sur la banquette arrière. Avant de fermer la portière, j'ai regardé en arrière. Julien se tenait sur le porche, tenant le dessin au crayon, ressemblant à un fantôme hantant sa propre vie. Alors que la voiture s'éloignait, Lila s'est penchée contre moi. Maman, papa pleurait. Je sais. Tu pleures? J'ai touché ma joue. Une seule larme avait coulé. Non, ma chérie, juste des allergies. Le divorce s'est déroulé plus facilement que prévu. Julien n'a pas contesté la garde, et il a cédé la moitié des biens cachés sans se battre. Sophie était impressionnée. Je savais qu'il ne faisait cela que parce qu'il pensait que me rendre la tâche facile me ferait revenir. Avec l'argent du règlement, j'étais financièrement en sécurité. Je n'avais pas besoin de paniquer. J'ai trouvé un emploi dans une ING d'échange culturel à Cambridge. Ce n'était pas un travail diplomatique glamour, mais c'était le mien. Je n'étais pas Madame Vance, j'étais Léonie. Ma mère s'épanouissait avec Lila à la maison. Elle a replanté le jardin et Lila a commencé la 2e année à l'école publique locale, se faisant des amis instantanément. Julien m'a envoyé des SMS de son nouveau numéro de temps en temps. Une photo d'un café à Genève, une note disant qu'il mangeait mieux. J'ai rarement répondu, mais je ne l'ai pas bloqué. Un jour, Sophie m'a appelé. Léonie, les papiers sont prêts à être déposés au tribunal pour finaliser le décret. De plus, j'ai trouvé une autre chose. Il y a 3 mois, Julien a viré 45 000 $ d'un compte privé à une école préparatoire du Connecticut. Cela paie les frais de scolarité du jeune frère de Chloé. Je me suis assise à mon bureau et j'ai expiré longuement. Que voulez-vous faire de cette information? A demandé Sophie. Nous pouvons la récupérer en tant que dissipation de biens matrimoniaux. Laissez tomber, ai-je dit. L'accord est signé. J'en ai fini. 45 000 $ n'était pas seulement une faveur. C'était lui qui finançait la vie de sa famille. Savoir cela ne me faisait pas de mal. Cela m'apportait même la paix. C'était la dernière pièce du puzzle. Je n'avais plus à me demander. Un lundi matin clair d'octobre, Julien et moi nous sommes rencontrés au tribunal de la famille du comté de Middlesex pour signer le décret final devant le juge. Il portait un costume élégant, semblait en meilleure santé et était rasé. Nous nous sommes assis dans le hall en attendant d'être appelés. Quand le juge a estampillé les documents, tout était terminé en 10 minutes. Nous sommes sortis sur les marches du palais de justice. Les feuilles d'automne étaient d'une brillante teinte orange et rouge. Julien s'est tourné vers moi. Sa main tremblait légèrement. Prends soin de toi, Léonie. Je l'ai regardé, ne ressentant absolument rien d'autre qu'une légère pitié nostalgique. Toi aussi, Julien. J'ai descendu les marches. Le SUV de ma mère était garé au bord du trottoir, moteur tournant. Elle m'a tendu une tasse de voyage de café chaud quand je suis montée. Fini. Rentrons à la maison. Alors que nous partions, mon téléphone a vibré. Julien.
J'ai encadré le dessin. Il est dans mon bureau. J'ai verrouillé l'écran et j'ai mis le téléphone dans mon sac à main. La vie continuait. Un soir, Lila m'a demandé, « Maman, es-tu toujours en colère contre papa ?» Nous marchions dans la rue bordée d'arbres de Newton. « Non, ma chérie, je ne suis plus en colère. »« Tu lui as pardonné ?» J'y ai réfléchi. Le pardon n'a plus vraiment d'importance maintenant. Nos vies sont juste différentes. Elle a hoché la tête, satisfaite, et a couru devant pour regarder un chat errant. J'ai levé les yeux vers le ciel. « Papa, tu as dit que tu voulais que je sois heureuse. Je le suis. Ce n'est pas la grande vie impressionnante que tu pensais que j'aurais, mais c'est calme et je dors bien la nuit. Tu peux reposer en paix maintenant. » Cette nuit-là, assise sur le porche, j'ai ouvert Instagram et j'ai posté une photo des hortensias que ma mère avait plantées. Pas de légende, juste un emoji de fleurs. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Julien. J'ai demandé à Marc d'emballer la robe de velours émeraude. Il l'expédie à Boston. Tu n'as pas à la porter. Garde-la juste. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table en osier. La brise fraîche de l'automne en Nouvelle-Angleterre sentait le pin et la fumée de bois. Un avion a survolé, ses lumières clignotant contre le ciel sombre. Se dirigeant vers une destination que je ne connaissais pas. Un jour, je monterai à nouveau dans un avion comme celui-là. Non pas pour m'enfuir, mais pour aller quelque part d'entièrement nouveau. J'ai fini mon thé, je me suis levée et je suis rentrée dans ma maison lumineuse. Demain était un nouveau jour.